Alors, je vais vous faire une très brève introduction pour cette belle soirée, pour vous accueillir au nom du Club Essai-Clux dans cette maison des essais qu'on adore, qui donne une vraie convivialité à nos événements. Vous allez vous en rendre compte. Tous nos événements, d'ailleurs, se terminent par un cocktail riche en échanges. Donc, on est vraiment très heureux de vous rencontrer ce soir. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, mais je pense que presque tout le monde nous connaît, on est une association de diplômés de l'ESSEC spécialisés dans le luxe et nous avons pour mission d'animer notre belle communauté des ESSEC du luxe, mais pas que, parce que certains d'entre vous peuvent ne pas être issus des bancs de l'ESSEC et vous êtes les bienvenus aussi. C'est aussi notre joie d'accueillir tous les professionnels à nos événements. Et nous organisons un certain nombre d'événements tous les mois, évidemment des analyses des nouveaux enjeux du luxe, des focus sectoriels, des focus géographiques, des analyses aussi cross-catégories comme on va avoir, je fais juste une petite annonce du coup, on va avoir une conférence le 14 octobre, petit save the date au passage avec KPMG sur une analyse effectivement des grosses tendances du luxe aujourd'hui et de ses mutations. Et puis, nous organisons aussi des rencontres. Et c'est aussi une grande joie d'avoir cette convivialité de la Maison des Essecs pour rencontrer des personnalités du luxe qu'on a choisies pour leur vision, leur mission, leur leadership, leur caractère éminemment inspirant. Et je suis très heureuse, effectivement, qu'Aurélie ait eu cette bonne idée d'inviter Maggie ce soir, qui va partager avec beaucoup de générosité son parcours et sa vision sur plein de choses. Vous allez voir, ça va être extrêmement riche. Et sans plus tarder, je vais laisser Aurélie présenter le concept de cette soirée et notre invité de marque. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Karine. Bonsoir à tous. Euh, Effectivement, donc en fait, on a lancé on relance un format de regard singulier, comme tu disais, Karine. Et donc ce soir, on a la chance d'avoir, Margaret Henriquez, on a le plaisir de recevoir Margaret Henriquez ce soir, donc à la Maison des Essecs. Et en fait, moi, je voudrais quand même revenir un peu sur votre parcours, Margaret, qui est un parcours émérite. Vous êtes ingénieur en système et vous nous partagerez aussi un peu comment cette formation a été aussi clé dans votre parcours. Vous êtes diplômé en management de Harvard Business School. Vous êtes aussi titulaire d'un doctorat en administration des affaires à la Swiss Management Center University. Et vous avez présidé l'association des industriels au Venezuela et au Mexique. Vous avez joué un rôle majeur dans la transformation de l'industrie viticole en Argentine, ce qui n'a pas dû être simple en tant que femme, et au cours des 8 années passées donc, à la tête des propriétés de Moët Hennessy dans le pays. Vous avez également dirigé plus de 5 entreprises dans 4 pays différents. Vous êtes parti de Seagram, donc au Venezuela, à Nabisco, au Mexique, Moët Hennessy en Argentine, à Krug, puis Baccarat en France. Et vous avez à chaque fois su affronter des crises économiques, politiques, sociales. Vous avez su révéler et remonter ces maisons prestigieuses et toujours en plaçant l'humain et l'excellence au cœur de votre leadership. Vous faites partie de ces femmes, ces quelques femmes influentes dans le secteur des vins et spiritueux. Vous avez été nommée personnalité de l'année par Béthane et De Sauve en 2020. Et en 2021, vous avez été faite chevalier de la Légion d'honneur. Aujourd'hui, vous êtes au board de plusieurs conseils d'administration et vous accompagnez des dirigeants sur divers projets très stratégiques. Vous avez travaillé dans beaucoup de secteurs, dans beaucoup de pays. Et ce soir, ce partage que vous allez nous faire sur des moments en fait décisifs de votre vie qui ont façonné votre style de leadership, eh bien, ce moment de partage, ce que je vous propose aussi, c'est que chacun d'entre vous, en fait, ça soit aussi un moment de partage et de prise de recul sur toutes les questions qu'on peut se poser pendant ces moments de vie. Et en fait, se poser des questions sur notre style de leadership. Ce sont en fait des messages très forts que vous allez nous partager ce soir. Et j'ai eu le plaisir de pouvoir les découvrir avant ensemble. Ce sont un peu des leçons de vie qu'on va nous partager ce soir. Et on aura le plaisir aussi, vous pourrez les avoir en live pendant le cocktail. On les mettra à disposition. En fait, les slides défileront. Et bien sûr, ce que je vous propose, Margaret, c'est, on peut vous appeler Maggie, c'est ce soir aussi que ça soit un temps d'échange avec Maggie, qu'on profite que Maggie soit parmi nous pour pouvoir lui poser plein de questions. Donc, elle va démarrer.
Et c'est à vous. Et après, je vous propose de lui poser toutes les questions à l'issue voilà, de votre partage. Merci beaucoup, Maggie. Bonne soirée. Et à toi. Merci Aurélie, bonsoir à toutes et à tous. Et un grand merci d'être là aujourd'hui. En effet, quand j'étais petite, j'étais insupportable. Personne ne m'aimait parce que je n'aimais personne. Et c'est ma sœur qui les confirme, ma sœur aînée qui a 10 ans plus que moi. Il confirme ça et elle est très bienveillante et elle me dit, tu forgeais ton caractère. Donc, c'était l'époque pour forger les caractères. Et bien sûr, c'était la réalité maintenant, vue de recul. C'est vrai que j'étais toujours en train de pousser les limites et je ne faisais jamais les choses comme les autres. Et ça a énervé un peu les gens qui étaient autour de moi, sans doute. Né au Venezuela, dans l'année 56, mes parents sont arrivés au Venezuela en 54, et vous savez déjà mon âge, et d'une famille où il y avait une espèce d'assemblage des nationalités et des religions. Il y avait toutes les religions, des protestants, calvinistes, catholiques, juifs, mon père. Voilà. Cet mélange des nationalités et des religions nous ont conduit à ces mots fantastiques, cette valeur extraordinaire qui s'appelle le respect. Le respect, je l'ai appris depuis que j'étais petite. Et voilà, c'était la règle d'or chez nous. D'une famille de 6, j'étais la quatrième. Donc, vous savez, si la quatrième, ce n'est pas une bonne idée, la quatrième. Donc, il faut chercher où on est la première. Première de quoi? Donc, moi, je disais toujours, j'étais la première née au Venezuela. Quand le Venezuela, c'était extraordinaire, c'était un grand pays. Donc, j'étais la première à être née au Venezuela pour chercher cet espace des premières. Je me suis mariée très, très jeune, à 21 ans. J'ai eu mon premier fils à 24 et mon second fils à 28. Et c'est vrai que pour moi, c'est important de dire que j'y crois profondément à la possibilité de mener sa carrière et de faire une belle famille, de faire grandir des beaux enfants. Et c'est parfaitement possible. C'est possible tout ce qu'on croit qu'on peut faire et qu'on le fait avec amour. Il n'y a pas de formule, il n'y a que l'amour et la décision que chacun, chacune veut faire. Et j'ai divorcé en l'année 95 avec une très bonne relation avec mon ancien mari. Il nous a quittés il y a 13 ans et je me suis mariée en l'année 2009 avec un Français. Et donc, quand je suis arrivée en France, je me suis mariée, je l'ai connu en 2003. Un Français qui comme moi, croit profondément aux besoins en permanence sortir de la zone de confort. Il était très connu dans les mondes du vin. Il a fait 25 ans dans les mondes du vin. Et aujourd'hui, il est à la Costa Rica avec un projet qui est de montrer qu'on peut faire avec les cacao comme la Romanée Conti. Donc, il veut faire la Romanée Conti de cacao, la plus belle expression de cacao de terroir. Voilà. Et c'est tout un apprentissage. Les projets, il est fantastique. Il y a 10 ans déjà des projets. Et c'est vraiment sortir de la zone de confort et pas à la jeune âge. Voilà. Donc, c'est très, très important. Et pour moi, si je pourrais vous faire inspirer de cette conférence, qui n'est pas un modèle de vie, ni pas un cours de vie, mais à peine des idées ou des conseils ou des suggestions pour rechercher cette raison d'être, et c'est les mots, en réalité, c'est purpose. C'est quel est le purpose, la raison d'être, traduction en français, mais c'est Ichikai, c'est le purpose de la vie. L'entreprise aujourd'hui doit chercher son purpose et nous, personnellement, nous devons chercher notre purpose. Et aussi, idéalement, ne entrez même pas dans la zone de confort, mais si on s'approche à la zone de confort, d'avoir le courage de sortir. Et si cette conférence, ce partage de ce soir peut vous aider à retrouver ces éléments de courage
pour assurer que vous êtes en permanence à la recherche de grandir, de vous former et surtout ne pas rester dans la zone de confort, je serais très contente. Et pour moi, les valeurs, je suis grandie dans une famille où les valeurs étaient extrêmement importantes. Mon père était un homme très proche, mais très exigeant. Et maman a été quelqu'un de très généreuse, toujours tournée à l'extérieur. Donc mes valeurs découlent de ça. C'est la générosité, l'humilité, que je remercie profondément à la vie d'avoir eu ses parents, l'ouverture d'esprit, la conscience sociale. Et c'est ça, sont des valeurs qui m'ont accompagnée à travers de ma vie et qui sont des valeurs très, très importantes. Et vous savez très, très bien que les valeurs ne se négocient pas. Et je vous donnerai des exemples concrets où j'aurais pu négocier les valeurs et je ne l'ai jamais fait. Donc, c'est quelque chose qui est très, très important dans notre vie. Et donc, moi, mon souhait, c'est vraiment de pouvoir partager avec vous ces 47 ans d'expérience, où il y a eu 36 ans que j'ai dirigé des entreprises, comme a dit Aurélie, merci de ton introduction, Aurélie, dans 4 pays différents et 5 entreprises différentes. Donc, c'était de Venezuela où je suis grandie et j'ai fait ma carrière d'ingénieur de système. Après, j'ai fait les Advanced Programs à Harvard. Je n'étais pas diplômée dans une longue étude, mais c'est 6 mois que j'étais à Harvard. Et après, j'avais fait ce programme à Harvard car les programmes me permettaient, c'était équivalent à un master, et ça me permettait de faire plus tard les PhD. Parce que je voulais faire un PhD, parce que j'ai rêvé toujours, à un moment de ma vie, et c'est où je suis maintenant, c'est vraiment de pouvoir donner des conférences, de pouvoir partager, pas que la vie, mais des modèles que j'ai développés à travers mon temps. Et donc, c'était pour moi très important de pouvoir préparer ma base. Et les PhD, c'était une manière de faire ça. J'ai fait les PhD dans les luxe et les vins et je vous parlerai un petit peu de ça après. Donc, j'ai fait mes études au Venezuela et après, j'ai complété mon PhD. Ça a pris énormément de temps parce que je suis partie je suis partie chez Krug, je suis partie de l'Argentine en France et c'était au milieu de mon PhD et c'est ça qui a fait finalement que le PhD a duré. J'ai commencé en 2007 et j'ai terminé, j'ai rendu la thèse en 2020. Voilà, c'est persévérance. Et donc, moi, j'ai commencé à travailler en 1978 voilà, en tant qu'ingénieur de système et dans une entreprise de cosmétiques et parfums, vraiment dans l'entrepôt. J'étais en train de coder 6000 articles. C'était l'époque, il faut aller à cette époque-là, c'était l'époque des constructions de systèmes. En fait, les systèmes, il n'y avait pas de paquet, il n'y avait rien. On développait les systèmes pour les entreprises. J'étais au début de ma carrière, donc je commence pour la codification des matériaux, de toutes les matières premières, etc. Et dans cette entreprise, il faisait les inventaires pendant 6 mois. 6 mois de prise d'inventaire. Et 6 mois plus tard, il donnait les résultats. Qu'est-ce que vous faites avec une différence 6 mois plus tard? Rien. Vous enregistrez la perte, comme c'était le cas. Et donc, à ce moment-là, il me demande, Maggie, il faut faire un système. Oui, bien sûr, il faut faire un système, mais il faut faire un système intégré, son système de contrôle de production. Et à cette époque-là, c'était COBOL, c'était 3 ans pour développer un système. Et donc, j'ai dit, hors des questions. On ne peut pas attendre 3 ans, c'est impossible. On a besoin de faire ça en 6 mois. Et ça, c'est un message que je vous donne aussi de mon cœur. Ne reste jamais tranquille avec ce qui est disponible. Si ce n'est pas ça, c'est de quoi vous avez besoin. Si vous avez besoin de quelque chose d'autre, et ce n'est pas ça en face de vous, allez les chercher. C'est sûr que vous allez pouvoir les trouver, mais il faut les chercher.
C'est pas facile, c'est pas disponible. Et donc, on a fait, moi j'ai dit, hors de question, je ne veux pas accepter ce projet pendant 3 ans. On va chercher une solution. Et on a cherché la solution. On a cherché, il y avait un langage de 4e génération qui s'appelle les Link, qui nous a permis de développer le système en 6 mois. Donc, en 6 mois, on était prêts. Mais il a fallu convaincre l'entreprise d'acheter les softwares. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis engagée à fond et j'ai pris les risques. Et c'est ça la vie aussi. Si vous voulez quelque chose à laquelle vous croyez, il faut s'engager et il faut prendre les risques. Il faut assumer et il faut assumer aussi les risques. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Et le président de l'entreprise m'a vu tellement convaincu qu'il a décidé d'acheter les softwares et on a développé la solution. 6 mois après, on a travaillé comme des fous. 6 mois après, on avait la solution. La solution était un grand succès. Comme était un grand succès, et Link venait de sortir, il m'a invité à donner des conférences pour parler de cette solution. Donc, j'étais à Miami dans une conférence avec 60 présidents d'entreprises de l'Amérique latine. Et à cette période, tout le monde souffrait énormément. Ils perdaient de l'argent, comme aujourd'hui, Internet. Voilà. Et à cette époque, c'était pareil, et avec le développement des systèmes, la taille des computers. C'était vraiment très compliqué. Et donc, ces monsieur s'approche, il m'explique tout de suite, je comprends les problèmes qu'il a, donc je l'aide à résoudre son problème. Et lui, il me dit, je vais te payer. Je dis, non, pas du tout, je l'ai fait pour t'aider. Et donc, il me dit, mais il faut que je fasse quelque chose, il faut que je t'aide à faire ton career planning. Je n'ai jamais de ma vie avait entendu parler de career planning. Donc, j'ai dit, bon, pourquoi pas, ça, ça paraît utile et sympa. J'ai dit, OK, c'est très, très bien. Et cette personne me dit tout de suite, voilà, que l'analyse, l'organisation, l'entreprise. Et il me dit tout de suite, il faut que tu passes à marketing. J'avais 8 ans déjà à cette époque, j'avais 29 ans. À cette époque, j'avais 8 ans dans les opérations. Et il me dit, tu dois être déjà codé opérationnel. Et ça, je vous dis, parce que vous êtes parmi nous ici, j'imagine, il y a beaucoup de managers. Attention avec l'effet de coder les gens. Voilà. J'ai commencé pour dire que j'étais insupportable. Aujourd'hui, j'adore les gens. Donc, c'est très important de ne pas coder ni les enfants, ni les employés. Parce que vous savez, vous n'avez aucune idée comment les gens peuvent évoluer. C'est très, très important. Et donc, en effet, vous allez voir comment j'étais absolument codé opérationnel et qu'est-ce que ça a représenté. Donc, elle m'a dit, il faut que tu passes à marketing. J'ai dit, marketing, moi, je ne sais rien de marketing. Mais bien sûr, marketing, c'est des bons goûts et des common sense. Et tu as les deux. Tu vas lire tous ces bouquins, bien sûr, Strauss, Alan Strauss, et Kotler, tous les bouquins que vous connaissez très bien. Et donc, je lis tous les bouquins. Il m'a dit, quand tu as fini, tu viens et on va développer les stratégies de communication avec ton boss. Deux choses qu'on a fait. Donc, je me présente à mon boss et je lui ai dit, Alfonso, est-ce que tu seras d'accord que je passe au marketing? Il me regarde comme ça. Marketing? Mais tu n'es pas une rêveuse. J'étais déjà codé. Donc, je lui ai dit, mais bien sûr, Alfonso, moi, j'ai rêvé tous les systèmes qui sont installés dans ces 2 boîtes, parce que j'ai dirigé les systèmes de la boîte des cosmétiques et parfums et aussi des vins et spiritueux. Et il les regardait et je me suis rendu compte que les systèmes et les rêves ne matchent pas. Donc, ça ne passe pas. Et voilà, qu'est-ce qui se passe quand votre message, vous êtes convaincu que le message est une bonne idée, ne passe pas. Bon, il faut chercher une autre manière de construire les messages et ne pas lâcher. Ah, donc, ils n'ont pas compris et là, on lâche. On ne lâche pas. On redéfinit la manière de communiquer. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Moi, à cette époque, je faisais des marionnettes, je faisais un théâtre des marionnettes, à 4 mains avec les garçons qui travaillaient chez mes parents, je faisais les scripts, j'écrivais des poèmes, je chantais des chansons, bien sûr, des rancheras mexicaines avec cette voix. Mais je savais que tout ça pourrait matcher avec la rêveuse. Donc,
le lendemain, je suis armée avec une totale nouvelle manière de proposer les projets. Et j'ai dit à Alfonso, voilà ce que j'ai fait hors les travail. Et donc, le théâtre, les photos, etc. Et moi, j'ai m'habillé aussi des clowns. Et donc, il a tout de suite compris que c'était possible. Et moi, je me suis rendu compte que les messages étaient complètement passés. Donc, je vous invite à ne pas lâcher si vous avez une idée dans laquelle vous croyez. Et si l'idée ne passe pas, cherchez une autre manière de la présenter. Et spécialement si vous êtes convaincu que l'idée elle est bonne. Mais ne lâche pas cette idée. Et c'est comme ça que donc, un petit peu plus tard, j'étais invitée par Louis à prendre la position de directeur de marketing parce qu'il avait, comme en système, on connaît très bien tout ce qui se passe au niveau de l'entreprise parce qu'on est dans la base, chose qui m'a aidé toujours à comprendre le travail que les gens font. Et ça, c'est fondamental en tant que leader de comprendre et valoriser la contribution de chacune et chacun. Et donc, il a viré ses directeurs de marketing, il m'a offert la position, mais il m'a dit, je ne peux pas te donner les titres et je ne peux pas te donner les salaires parce que tu n'as pas l'historique, tu ne connais pas le métier. Et aussi, je veux que tu gardes les systèmes de la division des vins et spiritueux parce que je ne veux pas les systèmes. Et bon, et je l'ai pris. Et c'est la vie. Il y a des fois des opportunités qui passent devant et on dit, si vous ne prenez pas cette opportunité, il est passé, il est perdu. Il est perdu. Et donc, j'ai dit oui, mais si j'arrive à les faire, tu vas me donner les titres et on va voir les salaires. C'était un petit peu mieux, je ne me rappelle pas trop. Mais la réalité, c'est qu'en octobre de cette année, c'est l'année 86, j'ai reçu le titre et l'histoire est que quand cette personne qui m'avait dit que je te donne une baguette magique, qu'est-ce que tu veux faire dans 10 ans? Et je l'avais dit, je n'ai strictement aucune idée. Il m'a dit, non, mais il faut que tu me dises. Et comme il a insisté, je l'avais dit, comme toi. Il avait 42 ans, j'avais 29 ans. Il était directeur général d'une entreprise. Bon, 3 années plus tard, je suis devenue directrice générale en 89 d'une entreprise de création, de production des spiritueux. Et en 91, je suis devenue présidente, directrice générale des Seagram de Venezuela. J'avais 35 ans. Voilà, c'est ce qui se passe quand on a une idée. L'idée arrive, c'est un peu comme follow the flow. Et on ne sait pas exactement, mais les circonstances nous permettent de trouver un chemin, ouvre la porte, continue, n'a pas peur. Et quand vous n'avez pas, vous connaissez pas quelque chose, vous allez les chercher. C'est exactement ce qui m'est arrivé quand j'ai pris la position de président directeur général Seagram de Venezuela. C'était la fusion de 3 entreprises. J'étais la directrice générale d'une des entreprises. Donc, il a fallu fusionner les 3 entreprises. Mais j'avais aucune idée des fusions. C'était la première fois être présidente et il n'y a aucune idée de fusion. Moi, je suis allée à Stanford, me former dans le management de change, justement pour comprendre comment on fait pour faire la fusion. Donc, vous n'avez pas besoin de connaître tout. C'est impossible, mais vous avez besoin de connaître, de savoir c'est ce que vous ne savez pas, et aller les chercher et vous former pour pouvoir répondre au challenge. Voilà. Et c'est exactement ce que j'ai fait, avec beaucoup de succès. En 93, une crise, mais d'une violence que je n'ai vue qu'en Argentine, quelques années plus tard, est arrivée au Venezuela. Donc, cette crise, si je vais partager avec vous cette expérience, parce que je crois qu'il faut avoir en tête que les positions de direction dans les entreprises, c'est des positions qui ont des responsabilités sociales. Donc, on a une responsabilité sociale quand on assume la responsabilité sur une entreprise. Et donc, pour vous donner une idée, les types de dévaluation, la monnaie peut se dévaluer 98%, et l'inflation de la nourriture peut doubler dans quelques mois. Les services, ils sont contrôlés, donc ils restent plutôt pareils. Et donc, il faut comprendre la composition de dépenses de la base et la composition des dépenses de la partie supérieure de la pyramide.
À ce moment-là, si on demandait, les organisations étrangères, si on demandait 20% des augmentations des salaires, c'est parce qu'on avait 20% d'augmentation des prix. Mais si je donnais 20% à la base, ils ne faisaient rien avec ça. Et si je donne 20%, qui prend la majeure quantité d'argent? La tête. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai demandé 20% parce que ça nous permettait de garder les prix qui nous permettaient la position dans les marchés. J'ai pris cet argent et je l'ai divisé entre tout le monde pareil et je n'ai pas touché un centime. Ça a donné à la base 45% d'augmentation et au directeur 5%. C'était rien. Mais en 6 mois, les succès de l'entreprise étaient tels parce que la base a bougé, c'était extraordinaire. Et ça est arrivé exactement pareil quelques années plus tard parce que j'ai fait la même chose en Argentine avec une situation très similaire. Donc, je vous raconte cette histoire simplement pour vous dire, il faut chercher des innovations, il faut chercher des solutions. Ce n'est pas le cas ici, mais vous ne savez pas où vous pouvez vous retrouver d'ici à quelques temps. Donc, c'est important de comprendre ce rôle social qu'on a. Et c'est pour ça que je dis toujours que l'effet d'avoir eu ça comme une de mes valeurs et cette sensibilité énorme à la conscience sociale, c'est quelque chose que je remercie à ma vie, à mes parents, à ma famille, et c'est quelque chose que j'ai utilisé en plusieurs reprises. Cet effet de mettre l'humain au centre de mon stratégie, toujours, c'est une réalité avec laquelle j'ai toujours travaillé. Et je me rappelle beaucoup de ce film que je ne sais pas si vous avez vu, c'est de 1986, il y a quelques temps déjà, qui s'appelait The Mission. Et il y a le père Gabriel qui dit, là où il y a les pouvoirs, l'amour n'a pas la place. Et moi, je suis de l'opinion que si vous voulez gérer bien votre entreprise, il faut aimer vos équipes. Et donc, il n'y a pas la place au pouvoir. Et donc, je vous raconte cette histoire pour ça, et parce que c'est important de comprendre la responsabilité qu'on a quand on gère une entreprise. Et donc, on avait surmonté la crise, on avait récupéré la position dans les marchés, et vraiment les résultats étaient excellents. Et comme la situation était très favorable, et on était leader absolu dans tous les domaines des spiritueux, et on avait une leadership totale sur les whisky locaux. On faisait du whisky local. Et là, la concurrence est arrivée féroce et pas très légale. Et la concurrence a fait quelque chose qui n'était pas légal, donc il faut répondre de manière légale. Voilà. Et mon boss voulait faire un projet complètement médiocre, complètement inacceptable. Et donc il m'a dit, où on est avec ce projet? J'ai dit, nulle part. Je t'ai dit, Fernando, over my dead body. Je ne vais pas faire ces projets. Et donc, il m'a dit, Maggie, tu comprends la hiérarchie? Bien sûr que je comprends la hiérarchie, Fernando. Je vais te visiter next Friday in Miami. Donc, le vendredi suivant, je suis allée à Miami et j'ai commencé pour lui donner, rendu ma démission. J'ai dit, indiscutable. Voilà. Ça, c'était mai 94. J'ai travaillé avec eux jusqu'à janvier 95. La confidentialité, qui aujourd'hui, c'est de moins en moins respecté, c'est fondamental pour les stratégies dans les entreprises. Vous êtes tous dans des positions clés. Il faut respecter la confidentialité. Quand c'est confidentiel, c'est confidentiel. On ne parle à personne, même pas à nos oreillers. Voilà. Et donc, c'était extraordinaire parce que j'ai pu travailler, j'ai pu les aider. Pendant 2 mois, l'information est partie à mes équipes en décembre de l'année 94. Et j'étais là jusqu'à janvier 95. C'était formidable. Janvier 95, quand je suis partie, la première des instances du cas que j'ai travaillé pour la voie légale est sortie avec des résultats favorables à l'entreprise. Et en avril, quand j'étais à Harvard, parce que Harvard, les programmes de Harvard qui étaient absolument cruciaux dans ma vie, c'était les résultats de la négociation de départ avec Seagram. Donc, en étant à Harvard, en avril, j'ai reçu une des plus belles lettres de ma vie professionnelle.
de mon boss qui me reconnaît que j'avais raison, que c'était la bonne manière d'agir, qu'on avait gagné toutes les instances, que c'était formidable pour l'entreprise et qu'il s'excusait, qu'il n'avait pas raison. J'étais déjà dehors, peu importe. Et c'est là où j'ai dit, formidable, parce qu'à la fin, la relation a duré jusqu'à aujourd'hui. En 2020, j'étais pour son 80 anniversaire, où il a invité les gens qu'il avait connus dans sa vie et qu'il avait appris à aimer et respecter. Et voilà, c'est la vie. J'ai dû partir, mais j'ai gardé la relation. Et surtout, j'ai gardé la relation avec moi. Parce qu'on n'a pas négocié les valeurs. Et je vais vous donner une fabule pour pouvoir vous expliquer bien c'est quoi les intérêts et c'est quoi les valeurs. Parce qu'aujourd'hui, les intérêts et les valeurs sont tous mélangés et les gens ne savent pas très clair c'est quoi les valeurs, c'est quoi les intérêts. Les intérêts se négocient jusqu'à la fin, mais les valeurs ne se négocient pas. Et donc, il y a un homme très, très riche qui habite à côté d'un désert. Il est perdu dans les déserts. Et d'un coup, il voit venir un chevalier de loin. Il se rend compte par où il faut qu'il sorte, mais il a soif, il n'a pas d'eau. Donc le chevalier s'approche, reconnaît l'homme très riche. Il est dit, monsieur, que vous faites ici? Vous êtes perdu? Oui, oui, je suis perdu. Vous allez mourir? Et oui, je vais mourir, mais si j'ai un peu d'eau, je vis par où vous êtes rentré et je peux sortir par là et je pourrais me sauver. Oui, je peux vous donner l'eau, mais si vous me donnez toute votre fortune. Et l'homme me dit, ah mais bien sûr, je vous donne toute ma fortune. Et au moment qu'il allait donner l'eau, il a dit, non, plutôt vous devenez mon slave. Ah non, là, je ne veux pas l'eau. Merci. Vous allez mourir, je préfère mourir. Et comment ça se passe? Il dit, les premières, c'est mes intérêts. Il n'y a rien qui est plus important comme dans mes intérêts que de vivre. Les secondes, c'est mes valeurs. Et les valeurs de la liberté, je ne les vends pas. Et donc, vous voyez, c'est ça les valeurs. Ne se négocie pas. Et donc, j'étais très contente parce que finalement, j'avais fait et tout ce qui s'est passé après, qui me permet aujourd'hui d'être ici en face de vous, c'était les résultats de ce moment où j'ai dit, je ne négocie pas les valeurs. Et à la fin, lui, il était absolument clair que c'était la bonne décision, même si j'étais dehors. Donc, je vais vous dire aussi, je vais vous donner un petit conseil. Garde-le. Je le garde avec moi depuis que j'avais 23 ans. Il y a un vendeur de bouteilles, je ne sais pas pourquoi, mais il m'a raconté cette histoire que je n'ai jamais oubliée, où il m'a dit, Maggie, tu connais l'histoire de la pierre et l'œuf? Est-ce que vous connaissez l'histoire de la pierre et l'œuf? Donc, c'est la pierre frappe l'œuf. C'est quoi qui se casse? Et c'est l'œuf frappe la pierre. C'est quoi qui se casse? Donc, il faut dans la vie savoir si on est pierre ou œuf. Et si vous êtes œuf et la différence est des valeurs, prenez votre valise et partez. Mais jamais ne vous cassez pas à cause des valeurs, parce que ça va vous faire trop mal. Et donc, c'est très important d'amener ces petits conseils avec vous. Gardez cette histoire, parce que c'est une histoire importante, parce que dans la vie, on doit toujours comprendre si on est œuf ou on est pierre. Voilà. Et si on est pierre, on devrait essayer toujours d'éviter que l'œuf se casse contre nous. Et ça, c'est la responsabilité du leader qui est capitale. Donc, dès Venezuela, je suis partie à Harvard. Et de Harvard, je suis arrivée à Nabisco. Comme président de Nabisco, c'est des biscuits, c'est loup ici en Europe. Et donc, j'étais présidente, j'ai accepté la présidence. C'était une situation gravissime. On venait de la crise de 94, la crise des tequila au Mexique. Et l'entreprise était aussi dans une situation de crise. Il perdait 20 millions de dollars par an. C'est exactement aujourd'hui 85 millions de dollars par an. Des pertes avec 3500 employés. Et on a totalement transformé cette entreprise. C'est un vrai cas d'école. C'était extraordinaire. On a réinventé, on a utilisé la force de Nabisco USA pour réinventer complètement l'entreprise. Et on a sorti l'entreprise de la perte en 18 mois.
Et je me rappelle que il y a mon vice-président des finances qui, à un moment donné, il me dit, Maggie, il faut que tu sois plus présidente. C'est quoi ça? C'est quoi être plus présidente? Et donc plus forte et plus sévère. Et toi, et tu cries plus fort. Et je dis non, je ferai jamais de ma vie, je ferai ça. Comme j'ai dit, je lui ai dit, j'ai appris de ma grand-mère que les cris, c'est l'outil de celui qui n'a pas la raison. Voilà. Donc il ne faut pas crier pour être entendu. C'est très, très important. Et ça, c'est pour vous dire l'importance d'être toujours authentique. Et donc, je lui ai dit, c'est impossible d'avoir les mêmes résultats. On avait des résultats formidables en étant quelqu'un de différent. Voilà. Donc, il faut toujours respecter qui nous sommes et être vraiment loyal à qui nous sommes, associé à qui nous sommes, parce que l'authenticité, elle est fondamentale. Donc, de Mexique, à la fin de 99, j'ai reçu un appel de l'école de mon fils cadet, pour me dire que mon fils avait lidéré un groupe de 8 garçons et cassé une porte. Et j'ai dit, oh oh, c'est le moment d'arrêter. Donc j'ai négocié avec Nabisco et j'ai eu 11 mois de soutien de l'entreprise qui m'ont permis de m'occuper complètement de mes enfants, de ma famille. Et j'ai dit ça parce que c'est important, à un moment donné, la priorité, c'est tes enfants. Une fois qu'on a décidé d'avoir des enfants, la priorité, c'est les enfants. Mais c'est très possible de faire vivre les deux. À ce moment-là, après beaucoup de travail, des bons résultats, j'ai réussi à négocier 11 mois de soutien des Nabisco qui m'ont permis de dédier le temps à mes enfants. Et de là, le networking, et aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile de faire networking qu'à cette époque. Les networking m'ont permis d'être contacté par quelqu'un que j'avais connu dans l'époque de Seagram pour m'inviter à travailler chez moi, Tennessee, où j'ai le plaisir d'avoir connu Alain. Et, et ils m'ont invité à diriger l'Argentine. Et donc, c'est très, très important de comprendre que le leadership, c'est aussi, il doit être adaptable et flexible. C'est-à-dire, on est au Mexique, il y a une culture où il y a une énorme difficulté pour gérer les conflits. C'est historique, ça vient de l'histoire. Il faut lire les écrivains qui écrivent bien sur l'histoire de chaque pays. Dans ces cas, c'était Octavio Paz qui écrit parfaitement bien sur le Mexique. Donc, on comprend la philosophie, on comprend la culture, et les Mexicains vont dire oui à tout. Et ça veut dire rien. C'est-à-dire, ahorita mismo, ça veut dire absolument rien. Bien sûr que oui. Hein? Of course, yes. Ça veut dire rien. Et ça, on l'apprend. Et voilà, en Argentine, en rentrant, tout est non. Voilà. Donc, il faut développer les systèmes de leadership pour les différentes cultures. Et c'est exactement pareil dans les entreprises. Quand vous arrivez dans une entreprise, parce qu'il y a les titres des présidents, directeurs généraux, directeurs de qui que ce soit, et personne ne vous attend. Personne. Personne. Prenez le temps. Et il faut faire. Ce sont les actions qui parlent plus que 1000 paroles qui vont parler de vous. Et c'est comme ça qu'on va gagner cette place. Et c'est exactement la même chose à niveau des pays, que des entreprises, que des directions, que des directions générales, que des différentes positions. Donc, de Mexique, je suis partie en Argentine, invitée par les groupes. Et c'est là, en 2001, où j'ai rejoint les groupes LVMH. Et je les rejoins via Argentina dans une entreprise très importante en Argentine qui s'appelle Bodega Chandon. Bon, Tennessee n'existe pas comme tel, c'était Bodega Chandon, Terrazas, et après, un petit peu plus tard, Cheval des Andes. J'arrive quand? J'arrive en 2001, à la fin de 2001. Donc, c'était les débuts de la crise. On s'est préparé pour la crise, mais ça, c'est une des crises les plus violentes que j'ai jamais vues. Celle du Venezuela n'était rien en comparaison avec la crise que j'ai vue en Argentine.
Et donc, on a fait des choses similaires. On a préparé l'entreprise. C'était extraordinaire. On a travaillé pour réinventer l'industrie des vins. On a fait un travail formidable avec l'industrie, en générosité, parce qu'on était leader absolu surtout parce qu'il n'y avait pas presque des grands vins. Il y avait que Chandon, qui était une extension de Moët Chandon des années 58. On a fait un très beau travail. Les résultats étaient fantastiques. Personne en France pourrait croire c'est ce qu'on a fait en 2002. Vous vous rappelez l'histoire des salaires, etc. J'avais fait la même chose. Et les équipes se sont mobilisées, mais c'était extraordinaire. Les résultats étaient incroyables. Et donc, jamais dans les groupes LVMH, les premières années, on t'a donné un outstanding. Jamais. Et vous allez voir pourquoi je vous raconte ça. Ce n'est pas pour présumer les outstanding, mais ils m'ont donné un A. Les outstanding pour les résultats de 2002. Ils croyaient qu'on allait disparaître avec la crise énorme qu'on a eue. Et les résultats, c'était complètement à l'inverse. Donc, avec ces bons résultats et pendant presque 8 ans de travail, ils m'ont invité en 2008 pour venir en France diriger Krug. J'arrive chez Krug, vous imaginez, j'arrive chez Krug avec presque 20 ans d'expérience, avec des bons résultats, des entreprises au Mexique, 3500 personnes, on avait sauvé les travails de ces 3500 personnes. En Argentine, il y avait 1000 personnes. Donc, on a une expérience qu'on croit que quand on arrive, et je demande combien de monde, c'est chez Krug, il y avait 70 personnes. Il n'y a rien à voir. Voilà. Mais à ce moment-là, on dit, c'est facile. Voilà. 2009, j'arrive en France. 2009, j'arrive chez Krug, qui à ce moment-là était un peu perdu. En 2008, la maison avait perdu presque 45% des volumes et 65% des résultats. Donc, j'arrive, j'ai dit, ça, on va l'arranger vite. 2009, j'arrive en janvier. Fin de 2009, on avait perdu presque 30% de plus. Au total, on avait perdu 65% de volume et 98% des résultats étaient disparus. Donc, j'étais dévastée. Et mon boss me donne mon évaluation, et c'est pour ça que je vous avais raconté l'évaluation des A. Et l'évaluation était une D. Voilà. Besoin d'amélioration. À mes 53 ans, 33 ans d'expérience. Et voilà comme on ne sait jamais quand l'échec va nous frapper la porte. Et ça arrive. Et j'ai remercié la vie qui ne m'ont pas viré. Ils m'ont donné l'opportunité de me remettre à travailler, mais jamais faire la même chose. Donc c'est là où je suis convaincue que les groupes ont aidé, parce que dans un workshop chez LVMH, il y avait quelqu'un qui avait vécu exactement la même chose devant moi. Donc ce n'est pas par hasard. Et c'était exactement le même message qui est les luxe, ce n'est pas la même chose. Donc il faut que tu oublies tout ce que tu as appris. C'était beaucoup de mass market. J'étais grande experte dans les mass market, les consommations massives. Tu es en face d'une maison qui n'était jamais développée, m'a dit cette personne, mais oublie de faire les choses comme tu les as fait. Il faut que tu apprennes, ça n'a rien à voir. Et il termine pour me dire, parce que le luxe, c'est le temps. Je pars de là, j'arrive à la maison. Une année plus tard, bien sûr, j'avais acheté des livres que je n'avais jamais lus. Et donc, tout de suite, je prends Les Luxe oblige, vous connaissez très bien ces livres. Et en lisant, 1 heure et demie plus tard, je me rends compte que c'était Les Luxe, c'est quelqu'un, finalement, la maison apporte l'esprit de ce quelqu'un. C'est un fondateur, une fondatrice qui a fait quelque chose, première, unique et différente, comme c'était la maison de Krug, une maison qui n'avait rien à voir avec les autres. Et pourquoi? On ne savait pas. On était totalement déconnectés de nos racines. Et donc, on a commencé un travail de reconnexion et tout le monde s'est moqué de moi parce qu'on avait trouvé un petit carnet du fondateur où il avait laissé tout par écrit, très, très clair, c'est ce qu'il voulait faire. Et bien sûr, tout le monde s'est moqué de moi, Maggie et son petit carnet, etc. Mais complètement, c'est aucune importance. Ce que les gens se moquent, on ne se moque pas de vous. Si vous n'avez pas lu les livres, les 4 accords Toltekas, je vous invite à les lire. C'est très bien.
ne prends pas les choses perso, pas du tout, ne vous intéresse pas. L'opinion des autres, c'est un problème des autres, ce n'est pas votre problème. Voilà. Et donc, j'ai continué ma croisade avec cette idée de reconnecter cette maison et de sortir dans la modernité toute la force de ces différences. Et donc, on a travaillé ensemble, et c'était extraordinaire. C'était 13 années formidables chez Krug, avec des résultats formidables, fabuleux. Et donc, il arrive l'époque des Covid. L'époque des Covid, tout de suite, j'ai dit, c'est incroyable parce que la communication digitale, c'est une communication one-to-one. Et avec la maison, on était petite, on pouvait faire très peu de connexions. On faisait 4 000, 5 000 connexions par an. Très peu, parce que c'était des groupes, des petits groupes, etc. Donc, on a utilisé l'époque des Covid. On a fait un menu des activités digitales, mais les 18 mars, j'avais déjà livrer les menus. On a formé l'entreprise entière. Tout le monde était chez eux. Ils ne savaient pas quoi faire. Donc, c'était extraordinaire. On a connecté, on a utilisé la difficulté comme opportunité, parce que c'est toujours comme ça. Les difficultés sont toujours des opportunités. Il faut savoir les identifier. On est passé de connecter normalement des 6 000 personnes à connecter 30 000 personnes l'année 2020. Et donc, ça nous a aidés. Et 2021, qui aussi a continué un peu l'activité, c'était la meilleure année de l'histoire. Et l'année 2022, où je suis partie, l'année en mars 2022, je suis partie, c'était encore meilleur que l'année 2021. Donc, je savais que j'avais laissé une maison saine et forte. Voilà, c'est pour moi capital. Je suis partie, pour des différences, basée sur la PRLF. Voilà. Voilà. Et donc, un bon moment, et de la très bonne manière, par la porte grande, et j'ai commencé chez Baccarat. J'ai fait chez Baccarat 3 ans. Baccarat avait fait une très bonne 2021. Moi, j'étais au board de Baccarat depuis 2014. J'adore cette entreprise. Et j'avais rêvé de pouvoir vraiment réinventer Baccarat dans la modernité. Mais je suis arrivée, avant de mon arrivée, la guerre a commencé. Donc l'énergie qu'on payait 2 millions, on a payé 16 millions. Pour une entreprise de 200 millions, c'était absolument dramatique. Et même comme ça, malgré les difficultés qui ont terminé pour avoir un cyber attack que j'ai eu en 2023 en France, aux États-Unis et au Japon, on est sorti sans payer. Voilà, c'était difficile, c'était 3 ans intenses. Je me suis rendu compte que le projet de Baccarat, c'est un projet de 10 ans. Je n'avais pas le temps et c'était important de laisser la main aux plus jeunes pour les faire. Et donc, j'ai décidé de partir en février cette année parce que j'avais fait mon PhD, j'avais rêvé de pouvoir faire un jour un travail de communication plus connecté aux gens et d'inspiration, d'un modèle que je pourrais partager un peu par le monde. Et donc, je n'avais pas le temps de le faire. Et lire, c'est renoncer. Donc, j'ai pris la décision. 6 mois en avance, j'ai partagé ça j'ai informé les actionnaires et je suis partie des Baccarat en février de cette année. J'ai commencé un travail indépendant. Je suis consultante, mais je ne suis pas consultante parce que je ne sais pas être consultante, parce que jamais de ma vie j'étais consultante. Donc, je travaille avec les organisations, quelques projets, et je forme les équipes. Je les donne tout ce que j'ai. Ce n'est pas que je pars avec mes outils, mais je partage tout ce que j'ai et je forme les équipes. Et comme ça, j'ai quelques projets qui sont très intéressants. Et pendant que ça se passe, je développe, je travaille tout mon projet autour des conférences pour lesquelles je suis en train d'apprendre aussi et de me former. Et surtout d'apprendre toute la partie digitale, aux réseaux digitaux, qui pour moi, c'était jamais important dans la position que j'avais. Donc, c'est une époque de vraiment sortir de la zone de confort. C'est une époque d'apprentissage et c'est une époque qui, j'espère, me permettra de faire cette vieille rêve que j'ai toujours eue, de pouvoir partager, de pouvoir inspirer, de pouvoir donner, car ma raison d'être,
c'est ce qu'ils appellent le purpose, c'est vraiment donner. Ça, je le sais, depuis que j'étais jeune, j'ai commencé à travailler parce que j'aimais donner, et on ne peut pas donner si on n'a pas l'argent qu'on produit. Et c'est la vraie raison pour laquelle j'ai commencé à travailler. Donc, les années chez Baccarat, comme les années chez Krug, m'ont permis de connecter avec les luxes. Voilà. Et j'avais cette idée distante, un peu superficielle des luxes qui a complètement changé à travers des années que j'ai vécues, les 16 années. Ma thèse de PhD, c'était sur les luxes et les vins. Et j'ai même fait une traduction de luxe. C'est les maisons qui sont les vraies maisons de luxe. Ils ont la lumière qui allume les schémas pour les autres. La responsabilité des grandes maisons de luxe est énorme parce que les gens se tournent voir ces maisons. Et l'industrie les observe, il les copie jusqu'à où il est possible, mais les inspire, on va dire ça. Et donc pour moi, ça a toujours pris beaucoup d'intérêt. Et cette année, avant de partir des Baccarat, j'ai fait au moins 6 mois d'une profonde recherche sur le luxe qui m'a permis d'arriver aujourd'hui aux conclusions que je partagerai avec vous sur quelle est la vision sur le luxe. C'est très, très intéressant. Comme tout dans la vie, c'est des cycles. Voilà. Donc, c'est ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on est à la fin des 30 ans d'explosion du monde du luxe. C'était extraordinaire. On peut dire que c'est les années d'or. Voilà. La mondialisation, les grandissements de la société, la rentrée de la Chine active dans la consommation, dans l'achat du luxe, a fait exploser les mondes du luxe, mais a fait exploser aussi les prix auxquels les consommateurs ont commencé à réagir. Et d'une manière ou d'autre, c'est comme si les cycles qu'on a vécus pendant ces derniers 30 ans arrivent à la fin. Et toujours les crises sont la fin d'un cycle et le début d'un autre. Et c'est ce qui est fondamental, c'est que vous êtes leader, vous voulez garder cette lumière, il faut se placer rapidement sur les nouveaux cycles en comprenant ces nouvelles règles des nouveaux cycles. Et donc, aujourd'hui, il y a un nouveau cycle qui exige un peu retour à l'origine. C'est l'authenticité, le craftsmanship, c'est l'artisanat, la vraie valeur derrière les produits, la vraie valeur derrière les prix, la rareté, la connexion avec les territoires, avec les clients, avec les consommateurs. Et donc, c'est vrai retour à l'authenticité, à l'expérience, car les consommateurs cherchaient plus l'expérience que l'objet même, que les produits mêmes. Donc, il y a une valorisation des nouveaux pour les maisons qui reconnectent avec ses racines. Donc, par exemple, vous avez vu, Jonathan, les designers de Dior, il est réparti sur la manière d'écrire Dior, comme Dior même avait décidé de l'écrire. Ce n'est pas anodin, ça. Et comme ça, vous pouvez voir qu'il y a aussi beaucoup de maisons qui commencent à connecter très fortement en étant très authentiques avec les jeunes. Donc, il y a un changement qui s'est produit. Et les maisons de luxe vont devoir se reconnecter avec ses racines, avec ses valeurs, avec l'artisanat à fond et avec les éléments, la rareté, l'authenticité, avec ses clients, ces différents territoires, pour redéfinir la nouvelle croissance, qui ne sera plus comme c'était avant. Et on commence à voir comment les maisons commencent à se tourner sur tout ce qui est le développement durable, et toute la partie transition écologique devient fondamentale. Donc il y a cette connexion avec la transition écologique, avec le développement durable, avec les racines de l'entreprise, avec les craftsmanship, avec les territoires, c'est-à-dire c'est les retours à l'origine, à respecter l'exclusivité et surtout travailler à fond l'expérience avec plus de 2 et 3 sens. C'est fondamental dans la
redécouverte et redéfinition du monde du luxe. Et pour conclure, j'ai partagé avec vous quelque chose qui m'a accompagné toute ma vie, qui est les styles de leadership. Et les styles de leadership, si je dois dire qu'il y a quelque chose qui a marqué mon passage dans les différentes entreprises, c'était les styles de leadership. Parce que j'étais toujours fidèle à moi. Il n'y avait rien qui a changé ma vision de moi. Moi, j'étais la première femme dans l'histoire du Mexique de prendre une industrie. J'étais la première femme dans l'histoire de l'Argentine de prendre une winery, un domaine viticole, ça n'existait pas. Et donc, normalement, on attend que la femme qui arrive, la première femme, va se comporter comme un homme. Non, j'ai beaucoup de respect pour les hommes, mais on est différents. Et donc, il faut respecter ces différences. Je ne suis pas contre, je ne suis pas à faveur. Je suis à faveur de qui ce soit, qui est loyal à ses principes, à ses valeurs, à sa manière d'être. Il ne copie personne. Si on copie quelqu'un, on ne sera jamais bon. La copie ne sera jamais bien bonne comme l'original. Et donc, moi, j'avais mon style, je l'ai depuis toujours, je me connais moi-même, et il n'y avait rien qui allait changer. Et ce style que j'avais de leadership, c'est un leadership qui respecte mes valeurs, c'est un leadership qui se base sur la proximité, qui met l'humain au centre, qui vraiment amène l'amour en lieu de pouvoir. Et donc, c'est un leadership qui était toujours respectueux de gens. Et moi, ce que j'adore, et je vois aujourd'hui, dans les études que j'ai faites de plus en plus sur tous les leaderships, l'évolution de leadership, c'est que les leaderships que j'ai toujours rêvé, c'est de leadership pour lesquels les vice-présidents des finances m'avaient critiqué au Mexique. Ces leaderships, c'est les leaderships que les jeunes veulent aujourd'hui. Voilà. Les jeunes, aujourd'hui, je pense que tout le monde, veulent un leadership où la responsabilité s'impose à l'autorité. La connexion s'impose au mandat, où le courage est là pour inviter l'innovation et la compassion est là pour être bienveillante, pour traiter bien les gens, pour respecter les autres. Donc, un leadership, c'est un leadership intégral où il y a vraiment la capacité de fédérer, la capacité d'inviter les gens et d'inviter les gens à faire ce que l'entreprise doit faire, mais par sa propre conviction, où la communication est essentielle. Et moi, j'ai toujours croyé à ce leadership. Je suis fascinée par les faits d'aujourd'hui, de voir l'importance de cette transformation dans les leaderships. Et en même temps, je suis fascinée par l'importance de définir en tant que personne et en tant qu'entreprise le besoin de c'est quoi le pourquoi supérieur, c'est quoi, c'est la raison pourquoi on fait ce qu'on fait tous les jours devient extrêmement importante pour les entreprises. Et donc, il y a des études qui sont faites avec McKinsey, Harvard, etc., qui montrent que toutes les maisons qui s'occupent de la diversité, de définir les purposes et en même temps de pouvoir développer un leadership avec purpose, un leadership de proximité, d'ouverture, de connexion, ces entreprises donnent aujourd'hui des résultats bien supérieurs, même 40% des résultats supérieurs aux résultats des entreprises qui ne mettent pas la diversité au cœur de ses priorités, qui ne mettent pas le leadership ouvert, transparent et honnête et authentique au cœur de ses intérêts. Et donc, c'est vraiment extraordinaire, c'est ce qui se passe aujourd'hui, et qui permet aux gens de se retrouver dans son leadership, de se retrouver dans soi-même, mais c'est fondamental pour vous, pour les leaders, de trouver la meilleure version d'eux. C'est-à-dire, n'a pas peur d'aller vers quelque chose que vous ne connaissez pas. Vous allez l'apprendre. N'a pas peur d'aller vers un territoire que vous ne connaissez pas. Peu importe, vous allez l'apprendre. C'est fondamental de s'obliger à sortir de la zone de confort. C'est très facile de s'installer dans la zone de confort. Très facile.
Et quand on s'installe dans la zone de confort, on arrête d'apprendre. Et apprendre, c'est capital. La formation n'est pas un choix. La formation, c'est une obligation personnelle et professionnelle. On est obligé en permanence à se former pour continuer à grandir et pour nous forcer à sortir de la zone de confort. Donc, je vous invite tous à chercher cette sortie de la zone de confort, à se poser les bonnes questions, à trouver les sens dans tout ce que vous faites, à avoir peur de rien qui vous pousse vers un niveau supérieur. Allez vers la meilleure version de vous. On ne peut jamais trouver la meilleure version de nous si on ne sort pas de la zone de confort. Donc, merci, n'a pas peur de le faire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, voilà. Guy, merci pour le speech inspirant comme toujours. Tu as parlé de la nécessité pour le luxe de renaître. De renaître, de t'attaquer à un nouveau cycle. Est-ce que tu penses que ce nouveau cycle du luxe, il va passer par moins de volume et par une décroissance? Est-ce qu'il y a encore la place pour les volumes qu'on a connus et cette croissance de folie, en fait? D'effet, quand je dis qu'on vient de ce cycle d'or, et c'est une explosion des volumes, et aujourd'hui, il faut retrouver les racines donc, et aller vers l'exclusivité, ça va forcément amener à moins de volumes et plus des qualités, moins de quantité, plus de qualité. Et surtout, il y a toute une tendance aujourd'hui à moins d'ostentation. Donc ça, c'est important aussi dans les changements qui se produisent. Mais je suis convaincue que la réinvention passera beaucoup par les expériences. Donc tu dois trouver les expériences de différentes manières et c'est ça qui peut créer une opportunité de croissance. Mais à niveau des pièces et d'objets, je suis convaincue qu'on ira vers une décroissance, une augmentation des qualités et valeurs, mais valeurs vraies derrière, et moins de volume et plus de qualité. C'est retour à l'essentiel, aux fondamentaux. Bonsoir Maggie, c'est un honneur de vous rencontrer parce que j'avais travaillé chez Baccarat pendant 4 ans. On se croisait, on ne s'est jamais rencontrés. Et j'ai gardé de très bons souvenirs de Baccarat. Donc, je voudrais savoir un peu votre vision de cette maison. Qu'est-ce que vous avez changé que j'ai raté parce que je suis partie en 2020. Et voilà. J'étais fascinée par la maison Baccarat. J'étais fascinée par les concepts et les principes des collectifs. Moi, je crois beaucoup aux collectifs. Je crois que c'est des valeurs qui s'installent et dans la modernité, on va voir de plus en plus l'importance du collectif. Et Baccarat est construit sous ces bases. Et donc, il n'y a aucune pièce qui est faite par une seule personne. C'est toujours un effort collectif. Le nom appartient à personne, c'est le nom d'une ville. Et donc, tout ce principe des collectivités, je l'ai trouvé absolument extraordinaire. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? C'est très peu pour 3 ans, parce qu'il a fallu réorganiser, redéfinir une structure, changer beaucoup de monde, pas les ouvriers, mais à niveau renforcer la partie savoir-faire qui était très, très importante, qui est importante. Et donc, moi, ce que je crois, que c'est une maison d'expérience. Baccarat, c'est un hôtel, ça peut être un spa, c'est un univers infini d'expérience. Et c'est ce qu'on a fait. Donc, on a fait le travail des fonds, on est allé aux racines, on a fait le travail complet des fondamentaux. Et on a bien défini la vision, on a bien défini la raison d'être, la raison au-delà, les purposes. Et on a bien défini les stratégies, la plateforme, on a
surtout donner du sens à tout ce qu'on avait. Donc, on a renforcé les hôtels, les résidences, on a développé, commencé à construire à Hong Kong avec Anne-Sophie Pic, on a fait ici à Paris, on a refait complètement la maison avec Ducasse. Donc, toute l'idée, c'est quelque chose qui commençait, hein, parce que 3 ans, ce n'est rien. Je commençais à voir les vrais résultats des crooks 7 ans plus tard. Et Baccarat, c'est une maison encore plus ancienne et encore avec beaucoup plus de monde. On a renforcé la position de Baccarat dans sa ville, dans la région qui était très affaiblie. Tout ça prend du temps et c'était génial. On a ouvert une exposition permanente, mais absolument fascinante, qu'on a fait avec la ville. Donc, on a fait beaucoup de choses. On a créé, on a redynamisé, on a redonné la confiance une vision beaucoup plus large de ce qui pourrait être Baccarat. Mais développer une pièce de zéro, ça prend 4 ans. 4 ans. Donc, c'est très difficile de parler à avoir 3 ans et de dire j'ai fait. Non. Tout ce qu'on a fait, c'est de contribuer à la transformation, à la reconnexion avec ses racines, à la reconnexion avec la confiance et de pouvoir s'imaginer beaucoup plus large et beaucoup plus loin dans les temps, avec un nom très fort qui pourrait être accompagné d'un craftsmanship, mais qui n'est pas besoin d'être que cristal. Voilà. Or, d'autres choses que je n'ai pas réussi à faire, c'était ces Japonais qui avaient découvert en 2016 que l'eau a des mémoires. Et la mémoire d'eau, quand tous les messages sont positifs, c'est toujours cristal. Et voilà. Et les corps humains, c'est 80% eau. Donc, révaloriser les cristals, le donner du sens. Et quand on parle du matériel qui est vraiment la représentation de la bonne énergie, de la bonne chance, voilà, tout ça, c'est des projets que j'ai laissés par écrit, mais que je n'ai pas réussi à installer. Mais surtout, redonner la confiance et redonner l'énergie de la projection dans les longs termes. C'est ça. Firstly, thanks a lot for your insights on leadership and change management. Pardon mon français, I'm going to continue in English. Yeah. So when I had a question, when I got interested in your profile so much after reading your introduction, I wanted to know, when you work in a company with crisis or falling in crisis, what would be your first strategic lever to stabilize the business? In which direction would you choose to go first? Donc, en français, je réponds. OK, parfait. OK, donc la première chose que j'ai fait partout, c'est de voir, il y a 2 axes qui sont capitaux. C'est d'abord la partie humaine, quelle est la situation de l'entreprise à l'intérieur. Voilà, quelle est l'énergie, l'esprit de la maison à l'intérieur. Il y a confiance, il n'y a pas confiance, il y a cette partie-là. Quelle est la préparation intérieure dont on a besoin pour faire face à la crise. Après, tout de suite, faire l'analyse de la composition de mon business. Voilà, comprendre les marchés, comprendre les opportunités dans les marchés, mais comprendre la réalité financière du business. Par exemple, je vous donne un exemple concret, je l'ai fait toujours partout. Et au Mexique, on perdait équivalent à 85 millions de dollars. Je suis arrivé en août. En octobre, je savais qu'il y avait 2 produits qu'on devrait arrêter la vente parce qu'on était en train de vendre au coût, un prix inférieur au coût. Plus si vous perdez l'argent, les plus que vous vendez, les plus que vous perdez. Donc, il faut arrêter ça. Et donc, j'ai dit au directeur commercial, vous arrêtez de vendre ça immédiatement. Il me dit, mais on a tout vendu d'ici jusqu'à la fin de l'année. Et j'ai dit, ah bon, tu connais des vendeurs, ça, je ne sais pas si j'invente les mots parce que je ne connais pas, mais c'est
révertir la vente. OK, on va faire ça. Donc, je vais aller avec toi visiter tous les clients. Et c'est comme ça que j'ai connu les clients de Mexique. Ils se rappellent encore de moi. Je suis allée visiter tous les clients pour les montrer la facture que j'ai payée pour les blés et comment je ne pouvais pas continuer à vendre à perte parce que j'allais détruire mon entreprise. Donc, je l'ai donné une semaine. J'ai perdu une semaine, mais je ne vais pas perdre 3 mois. Et on a arrêté la vente et tout ça. On a augmenté les prix. On a sauvé l'entreprise. Donc, ça, pour moi, la santé financière et la santé humaine de l'entreprise, c'est les deux premiers piliers qu'il faut voir. Quand on va voir la santé financière, on va tout de suite analyser quels sont les marchés, quelle est la situation des marchés, parce qu'il faut aller chercher où est-ce qu'on a la force. Quand on parle des mass market, on va chercher, c'est où on peut créer les best value for money. Et quand on va à travailler dans les luxes, il faut comprendre où est-ce qu'on est première, unique et différent, et de quelle manière on garde cette position. Sinon, on ne peut pas être luxe. Voilà. Donc, c'est ça. Ça va? Bonsoir Maggie, merci pour votre témoignage. Je vais me permettre de vous citer. Vous avez dit « On ne sait jamais quand l'échec va frapper à notre porte ». Est-ce que vous avez des conseils pour, 1, ne pas en avoir peur et 2, rebondir après un éventuel échec? Oui, en effet. J'aime beaucoup raconter cette histoire de mon échec parce que c'était un gros échec. Je l'ai dit facilement aujourd'hui, mais j'étais dévastée. Hein. Et c'est terrible. Mais la première chose, c'est reconnaître l'échec. La plus importante des choses, c'est d'essayer de reconnaître partie du problème. Parce que les problèmes qu'il y a normalement, c'est quand les gens trouvent les problèmes à l'extérieur. On n'est pas la cause du problème. Donc, on va chercher la cause des problèmes. Et je vais vous dire quelque chose. Si vous avez un problème avec n'importe quoi, vous faites partie du problème pour faire partie de la solution. Si vous ne faites pas partie du problème, vous ne pouvez pas faire partie de la solution. Donc, vous devenez victime. Et il n'y a pas leader victime. Donc, c'est clair. Ça, c'est la première chose, c'est reconnaître à quel niveau vous êtes partie du problème. Voilà. Et dans ma vie, j'ai des exemples où je peux vous montrer, où j'ai pris 100% les problèmes, même si je ne les avais pas. Parce que comme ça, j'avais 100% des solutions. Donc, la première chose, c'est reconnaître les problèmes. Où est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on a fait pour se retrouver dans ces problèmes? Comment on a nourri la cause? Et chercher une solution, c'est-à-dire quelle est la vraie solution. Par exemple, dans mon cas de Krug, c'était un échec énorme, moi j'avais complètement oublié les règles du luxe. J'avais sous-estimé. C'est une sorte d'arrogance. Et regardez, quand Christophe Navarre m'invite pour devenir président de Krug, je lui ai dit, mais Christophe, je déteste Krug. J'ai détesté cette maison parce que cette maison, c'est les champagne, there is champagne and there is Krug, qui jetaient les verres comme ça, et les Krug, c'est les champagnes d'aristocrates, mais des choses, mais et je les détestais. Je disais, c'est arrogant, l'arrogance, c'est l'outil de ceux qui n'ont pas confiance en soi-même, tu vois, mais moi, j'étais arrogante. En réalité, j'étais arrogante parce que je n'ai pas fait le travail pour comprendre où j'étais et quel type de maison. Voilà, j'écoutais les luxes partout et je n'ai donné aucune importance au luxe. Hein. Je pensais que j'avais les outils, assez d'outils pour pouvoir faire face à ces projets. Donc, j'étais arrogant as tout ce que j'avais critiqué. Voilà. Et donc, je me suis rendu compte de ça. Et c'est pour ça que je me méfie un peu de l'expérience. Faites attention à l'expérience. Moi, je me bats avec l'histoire de l'expérience. Parce qu'on a l'expérience. Et l'expérience nous fait un petit peu rigide. Et on croit qu'on sait. Et que c'est ce qu'on sait, c'est ce qui va. Et ce n'est pas vrai.
Et donc, il faut faire attention. Et des fois, quand je vois en arrière dans ma vie, je pense que j'étais plus osée dans les passés. Et avec le temps, on perd cette capacité d'aller casser les moules. Voilà. Et donc, la première chose, c'est reconnaître les problèmes, reconnaître pourquoi on a créé ce problème. Et une fois qu'on a reconnu, donc chercher la solution. Et la solution va forcément vous sortir de la zone de confort, va vous faire mal. Et donc, aller se former. Et là, je me suis formée à tel point dans les luxe que j'ai pu, à partir de 2012, j'ai fait pas mal de lectures dans les SEC, à toutes les universités, sur les développements des produits, développement des marques de luxe. Voilà. Donc, je suis rentrée à fond sur les sujets. Et aujourd'hui, c'est un sujet dans lequel je travaille en permanence encore. Et donc, la clé, c'est reconnaître les problèmes, identifier votre partie dans les problèmes, qui c'est normalement très importante, et trouver la sortie pour la voie de l'apprentissage et l'application. I have a two-part question and I will follow suit in English if that's okay. So while you worked across so many brands in luxury, how important was sustainability in terms of brand strategy for you is the first question, because I work in sustainability. And the second question is, for a subject like sustainability, which does not directly contribute to business, how would you convince internal teams to be focusing on it? Because it's a problem that I face more than the consumers. First, I have to convince the teams that I work with that it's an important subject to speak on. En français, c'est OK, en anglais. Et donc, la sustainabilité, c'était capital. Depuis qu'on a résolu les problèmes plus graves, parce qu'on a dû changer les tendances, reconstruire les chemins, reconnecter avec les racines et commencer à construire l'avenir. Donc, la sustainabilité devenait un sujet capital. La sustainabilité, encore dans mon époque, aujourd'hui, c'est évident. Hein. Aujourd'hui, c'est une force impossible de ne pas voir. Mais il y a 20 ans, 15 ans encore, on pouvait imaginer que les gens pouvaient les contourner. Mais si on est dans le monde du luxe, les maisons qui sont dans le monde du luxe, ils ont obligé à se placer devant ces nouveaux cycles. Parce que la maison du luxe est celle qui porte la lumière, qui allume les chemins pour les autres. Donc on est attendu là. La sustainabilité, c'est impossible de ne pas les voir aujourd'hui. Et donc, quand on était chez Crook, quand on avait trouvé déjà le schéma, quand on avait résolu les problèmes fondamentaux de la marque, qu'on avait trouvé une croissance saine et stable, on a approfondi sur les sujets de sustainabilité, même si ne paraissait pas peut-être donner plus de coûts en lieu de solutions. Mais c'était évident que c'était dans le long terme la priorité. Et comme rien ne s'est fait immédiatement, parce que le luxe, c'est un mindset. La sustainabilité, c'est aussi un mindset. Et installer cette culture dans une entreprise, ça prend beaucoup de temps et des actions. Et normalement, on ne voit pas les résultats immédiats et directs financiers. Mais dans les moyens termes, aujourd'hui, on ne peut même pas dire long terme, dans les moyens termes, c'est une évidence. Et regardez aujourd'hui, toutes les grandes maisons de luxe, toutes les grandes maisons sont en train de travailler des projets tous les projets ont de la sustainabilité au cœur des projets. Hein. C'est essentiel. Et il n'y a pas une manière de connecter avec les jeunes si on ne travaille pas avec la sustainabilité. Mais ce n'est même pas pour connecter avec les jeunes, c'est pour la responsabilité avec les planètes. C'est obligatoire, obligatoire. Et donc, pour moi, c'est l'obligation de qui va devant. First, unique and different, c'est la clé d'une maison de luxe. Et on ne peut pas aujourd'hui être first, unique and different si on ne considère pas la sustainabilité. Donc, pour moi, c'est toujours un sujet. C'est un sujet qui vient, et je dois le dire, après les éléments clés de la crise, que c'est la partie financière et la partie ambiance, parce que tous les deux peuvent détruire l'entreprise. Mais une fois qu'on a compris comment on peut tenir l'entreprise, la sustainabilité rentre tout de suite après.
Merci beaucoup Maggie pour cette intervention super pertinente. Moi, mes questions, elles portent sur l'entrepreneuriat, elles portent sur tous les jeunes ou moins jeunes, qui lancent leur marque, qui se lancent dans cet univers-là. Et si vous aviez des conseils à leur donner, quels seraient-ils? Aux jeunes qui font des marques, je n'ai pas bien compris le début. Tout à fait, tout à fait. C'est super la question. Parce que je dis first, unique and different. Première, unique et différent. Quand on parle de luxe, quand on parle de développer un produit, qui que ce soit les produits, voilà. Soit on est dans les mondes des value for money, qui c'est les mondes de consommation massive. Donc, on va proposer quelque chose qui est un produit qui a une valeur supérieure pour l'argent que je te paye. Donc, ça, voilà. D'où on va rechercher les besoins dans les marchés. Par exemple, au Mexique, je me suis plongée sur des études Use and Habits qui étaient faites en 1993. Avec toutes ces études, on est parti comprendre qu'est-ce qu'on devrait faire dans un marché qui était... ils avaient perdu toute la qualité parce qu'ils avaient 20 ans de contrôle des prix. On a trouvé tous les éléments que les consommateurs cherchaient, qu'ils ne trouvaient plus dans les produits. Et on a apporté tout ça dans les produits qu'on a développés. Donc, on a monté les prix, on a sauvé l'industrie et on a sauvé l'entreprise. Même si on était très petite. C'est bien de se rappeler de Dalai Lama qui disait, si vous croyez que vous êtes trop petite pour changer les choses, essayez de dormir avec un moustique dans votre chambre. Voilà. Donc, c'est très important de dire quel type de produit on veut développer. Parce qu'il faut savoir que quand on parle des produits plutôt industriels, c'est très difficile de concourir avec les coûts qu'on peut avoir. Et donc, on aura toujours des prix qui vont donner très peu pour faire la promotion de ces produits. C'est difficile. Donc, quelle est l'alternative à ça? C'est ce qu'on dit les mondes du luxe. Les mondes est première, unique et différente. Je vais te donner quelque chose qui n'existe pas ailleurs. Donc, il y a deux éléments. C'est vrai, parce que la qualité seule, c'est rien. Hein. La qualité, c'est une des caractéristiques pour entrer dans les jeux, le terrain des jeux. Il faut qu'il soit extraordinairement bon. La qualité, c'est essentiel pour entrer dans les mondes du luxe, mais ce n'est pas ça qui fait les luxes. Hein. Et donc, c'est en quoi tu es first, unique and different et comment c'est un modèle soutenable. Comment on peut les soutenir dans le temps. Et donc, c'est là où ça vaut la peine, une fois que la vision soit claire, qu'il y a bien sûr des ressources pour réinvestir dans les projets, pour réinvestir dans la marque, parce que sinon, on ne peut pas exister. Si on ne communique pas, on ne peut pas exister. Et donc, soit c'est un produit plutôt value for money, que c'est compliqué parce qu'il y a les facteurs coûts qui est important, soit c'est un produit first, unique and different. La clé, c'est de pouvoir être très clair de comment on peut garder ces différences et on peut soutenir les projets dans le temps. Est-ce que c'est tenable ou pas? Voilà. Ce n'est pas facile du tout. Parce que tenir un projet dans le temps, il y a beaucoup d'implications et d'investissements. Mais c'est mieux d'être sévère avec les diagnostics du projet que de s'élancer, dépenser l'argent, de l'énergie en quelque chose qui n'a pas les piliers pour se tenir dans le temps. Une question qui n'est pas vraiment business, hein, mais c'est pas grave. J'ai l'impression que votre style de management a toujours été ancré dans qui vous êtes. Enfin, vous avez une excellente connaissance de vous. On a l'impression que vous l'avez toujours eu. Quel conseil vous donneriez aux jeunes? Moi, j'ai l'impression que c'est le chemin d'une vie de se connaître. Hein. Donc, c'est pas exactement la même vision. Mais quel conseil vous donneriez aux jeunes qui font leurs études et qui vont se lancer aujourd'hui pour justement être bien ancrés, bien se connaître, en tout cas passer du temps à ça dès le plus jeune âge, en fait? Parce que j'ai l'impression que c'est le cas chez vous. Dès le plus jeune âge, vous avez eu cette connaissance. Non, je n'avais pas de la plus jeune âge, mais je l'ai cherché. Et donc, j'ai travaillé beaucoup avec des années avec psychiatres. Parce que les positions de leadership sont des positions très seules. Et donc, c'est vrai que j'ai dédié beaucoup de temps
pour me connaître de manière intime, avec un travail profond. Et les gens pensent que les psychiatres sont pour les fous. Et non, ça peut être préventif, comme je dis. C'est pour se connaître bien, pour pouvoir discuter sur des situations, des positions, des perceptions, des sensations qu'on n'aime pas avoir, mais que c'est très difficile de discuter ça avec des gens qui t'entourent. Quand tu lidères une équipe, tu ne peux pas ni faire des choix, être avec quelques-uns plus que les autres. Jamais, c'est comme les enfants, jamais de préférences. Les équipes, jamais de préférences. Jamais vous allez jouer des sports avec une de vos équipes. Bon, ça, c'est mes règles. Hein. Pas les règles de tout le monde, mais moi, je suis assez stricte sur ça. Et c'est très important. Donc, on est un peu seul. Et c'est pour ça que c'est important de se connaître. Et je me rappelle, à un moment donné, il y a 25 ans de ça, j'ai dit à cette psychiatre merveilleuse que j'ai eu la chance d'avoir, je lui ai dit, tu sais, ça me manque. En réalité, c'est une belle histoire. Je vais la raconter courte, mais moi, c'était mon assistante en Argentine. Et mon assistante est partie, elle a trouvé un meilleur job, mais elle est venue me parler. Elle est venue me dire, Maggie, je t'aime beaucoup, les équipes t'aiment beaucoup, mais il faut que je te dise quelque chose. Et tu es trop exigeante, trop. Tu penses que les gens sont comme toi, qui ont la même intelligence et la même vitesse que toi. Et non, c'est pas comme ça. Et donc, il m'a donné une petite carte de la Vierge avec une oration qui demandait à la Vierge de me donner un peu de patience. Et je l'ai mis avec moi. Et la petite carte, il est complètement dissolu il y a quelques mois à peine. Mais je me rappelle de ça toujours. Toi. Et donc, je suis allée à un psychiatre. Et je lui ai dit, voilà ce qui s'est passé. Il a raison, il faut que je développe un peu d'empathie. Je n'étais pas assez empathique. Pas du tout. Et les leaders, on doit développer l'empathie. Aujourd'hui, c'est fondamental. Et tout de suite, ma psychiatre me dit, il faut que tu ailles prendre un cours de théâtre. Parce que dans les cours de théâtre, tu dois mettre tes émotions au service des personnages. Donc, j'ai fait une formation de théâtre. C'est fantastique. C'était extraordinaire. Ça m'a changé la vie. Donc, j'ai fait pas les cours de théâtre pour faire des théâtres, mais j'ai fait les cours de théâtre pour connecter avec mes émotions et mettre les émotions au service des personnages. Et c'est exactement ça, c'est ce qu'est l'empathie. Et donc, il y a des outils qui existent et l'effet de pouvoir se connecter avec soi-même, de chercher, il y a tellement de choses aujourd'hui, entre les coachs, les méchants, il y a tellement de méditation. Prenez le temps pour vous. Les gens cherchent à être avec d'autres. Voilà ma soeur, la cadet qui disait, il faut apprendre à être seul, avoir du bonheur, du plaisir d'être seul. Parce que comme ça, on ne sera qu'avec quelqu'un qui nous ajoute. Et elle n'a pas tort. Voilà, c'est très important. Prends le temps, et c'est ça, s'il faut parler avec les jeunes, voilà, prends le temps. Et surtout, attention avec les téléphones. Les écrans, c'est terrible, terrible. Surtout parce que ça, tout est immédiat. Et donc, les jeunes, ils commencent à perdre la capacité de comprendre que les belles choses, les choses qui vont nous faire first, unique and different, prendre du temps. C'est ça, le temps, c'est ça qui va faire qu'on est différent. La maison Crook, pour copier la maison Crook, on a besoin de 60 ans pour commencer. Qui va les faire? Qui va les faire? Ils sont devant pour toujours. Il faut simplement garder cette différence. Et donc, tout ce qui est vraiment des valeurs, ça prend du temps. C'est ce qu'on m'a dit. Et c'est monsieur, après l'année d'échec, il m'a dit, les luxes, c'est le temps. Voilà. Et donc, c'est ça où on va garder, on va créer cette différence. Moi, j'ai dit aux jeunes, prenez votre temps pour vous découvrir vous-même, parler avec vous-même, prendre du temps pour être seul. Si on ne peut pas chercher quelqu'un qui nous aide. Comme moi, j'avais ma sœur, la sœur aînée, celle qui disait que les mal caractères, c'était pour venger mon caractère. Elle était bienveillante et elle était mon menteur. C'est très important. On peut trouver des menteurs, inviter les jeunes à trouver des menteurs dans des gens qui ont plus d'expérience et plus d'âge. Il n'y a pas besoin d'aller vers un psychiatre, mais n'oublie pas de se connaître.
parce que c'est capital. Et après, de pouvoir développer l'empathie pour connecter avec le monde qui nous entoure. Avec générosité et surtout pratiquer la gratitude. J'ai oublié de le dire, mais pour moi, c'est une des valeurs les plus importantes de ma vie. Et c'est quand vous êtes déstabilisé, si vous êtes furieux, si quelque chose vous est arrivé, il ne faut pas réagir quand vous êtes furieuse parce que ça va servir à rien. Il faut s'arrêter et il faut commencer à remercier tout. Et les remerciements nous alignent avec la force de l'univers. Et après, on est calme et après, on réfléchit sur les problèmes. Il y a des méthodes, etc., que j'ai travaillé aussi sur ce sujet. Mais il faut vraiment pouvoir se reconnecter avec soi-même et inviter les jeunes à ne pas agir quand ils sont dans l'émotion. Jeunes et pas si jeunes. Merci pour tous les conseils extrêmement précieux que vous nous transmettez. Pour rester dans la cohérence de questions un peu plus personnelles et moins business, vous avez débuté votre présentation par votre histoire et votre aventure personnelle avant d'exposer votre carrière professionnelle. Vous avez parlé d'enfants, de vos fils, visiblement. Grande question, quel conseil donneriez-vous aux hommes, aux femmes, pour continuer de construire sa carrière, tout en ayant l'ambition de se trouver du temps et un équilibre entre vie pro et vie perso? Très intéressant. J'ai oublié de vous dire que j'ai 5 petits-enfants aussi. et, et moi, j'ai une vision sur ce sujet des vies perso et des vies professionnelles. J'ai un petit problème avec ça. Parce que je pense quand les gens me disent vie perso, vie professionnelle, c'est comme si on a 2 compartiments. Non, on est une même personne et on a des priorités. Et donc, quand il y avait des problèmes de santé de mes enfants, il n'y a rien qui était assez important. Moi, c'était la priorité. Et donc, je me suis occupée de ça. Donc, moi, j'ai un petit problème avec diviser les choses. C'est comment tout ça rentre dans les activités qu'on doit faire et quelles sont les priorités. Il y a des moments où on a du temps pour dédier un peu plus au travail. Il y a des moments où on ne peut pas. Mais si je vous dis la quantité de temps qui est perdue dans des choses qui n'apportent rien, tous ces réseaux sociaux, des pertes avec les téléphones, des pertes de temps pour jugement des valeurs, d'énergie qui est perdue pour être en train de penser aux choses qui ne servent à rien. C'est énorme. C'est comment est-ce qu'on peut mieux gérer notre temps. C'est la compréhension de quels sont les prédateurs d'énergie, comment est-ce qu'on gère la gestion de tout ce qui nous enlève l'énergie, parce que le temps, c'est que l'énergie. Hein. Voilà. Donc, moi, je pense que c'est la même personne. Aujourd'hui, mes enfants sont mis dans les trucs des familles et les chats. Une histoire que je n'ai même pas répondu parce que c'était tellement idiot. Les gens travaillent jusqu'à 70 ans. Ils m'envoient ça à moi. Et après, quand ils veulent profiter de la vie, ils sont trop fatigués. J'ai profité toute ma vie. Tout mon travail, tout ce que j'ai fait dans ma vie, j'ai adoré. Tout mon boulot, tout. La même personne. Et donc, je dis, et ça, c'est pour les femmes, hein, mais je dis, c'est toujours, pour moi, c'est une espèce d'étiquette de la liberté. Moi, je dis, pour moi, pour nous, pour les femmes en général, les succès ne viendront jamais du travail. Les succès viennent d'avoir des enfants réussis. Voilà, c'est ça les succès pour les femmes, en général. Ça ne veut pas dire qu'il y a quelques femmes qui les succès, c'est le boulot. Peut-être, mais en général, les succès, c'est les enfants. On réussit. Et en même temps, quand on a le travail, il y a tellement de satisfactions. Et donc, les satisfactions ne sont pas que les enfants et la famille. Et donc, c'est vrai que c'est dur, au début spécialement, quand les enfants sont petits. Okay, il faut donner les priorités. Par exemple, moi, j'ai préféré 1000 fois avoir quelqu'un qui m'aide à la maison qu'avoir un sac cher, par exemple. J'ai été très clair dans ma vie. Hein. Donc, la priorité, où est-ce qu'on met ces ressources? Et l'effet de pouvoir avoir la famille
et le travail, c'est-à-dire autre source de satisfaction qu'est la famille. Voilà. Et en même temps, le travail n'est pas la source de succès, mais le succès vient des enfants, ça donne une liberté. Et je dis, c'est toujours les prix de la liberté. Mais ça exige plus quand on est plus jeune, quand on a plus d'énergie. Et donc, il faut vraiment pouvoir gérer les énergies. Mais pour moi, ce n'est pas deux personnes. C'est une personne qui est complètement engagée avec ce qu'elle fait. Et finalement, on a une liste de priorités où il y a la famille et il y a le travail, et ils se mélangent. Et on doit savoir à quel moment on dit oui à quoi. Et c'est pour ça que j'adore cette phrase, élire, c'est renoncer. Et il faut renoncer, il faut élire en connaissance. C'est-à-dire, quand moi j'ai fait une élection, je sais à quoi j'ai dit non. Et avoir une stratégie pour l'entreprise et pour la vie, c'est savoir à quoi on dit non. Parce que si on veut dire oui à tout, on n'a pas de stratégie. Donc, c'est la même chose pour la personne. Et donc, moi, je pense que c'est organiser les choses et travailler avec tous les prédateurs d'énergie et surtout organiser les activités et les tâches parce que c'est la même personne. Il n'y a pas deux personnes. Il n'y a pas une Maggie travailleuse, une Maggie famille. Non, il y a une Maggie qui a des responsabilités et c'est la même personne qui va décider comment on va distribuer les temps. C'est ma posture. Voilà, sur ça. Est-ce qu'on clôture et on finit par un moment de convivialité? Parce que conclure après tous ces messages, c'est compliqué. Mais en tout cas, merci mille fois, Maggie. Merci beaucoup. Merci à vous, merci pour l'invitation et merci surtout pour l'attention. Je suis très reconnaissante. Et puis, j'espère que vous aussi, vous avez passé un moment fort. Et puis, je vous propose du coup de prendre un verre et voilà, et de finir. Voilà, Super. Et je crois que